Bonjour à tous, bienvenue dans le Green Mag, la nouvelle émission qui parle de développement durable, d'engagement citoyen et d'écologie. Aujourd'hui, je vous propose un programme en 3 temps. Tout d'abord, nous aurons un invité d'honneur. Il s'agit du photographe et explorateur Sébastien Copeland. Ses photos sont actuellement exposées sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Il nous parlera de son travail et de ce monde qui est en train de disparaître. Ensuite, place au débat avec 4 invités. Nous discuterons de la question de la transition énergétique citoyenne. Mais tout de suite, place à l'actualité. Voici 3 informations qu'il ne fallait pas manquer. Nous voulons des coquelicots. Voilà le titre du livre du journaliste Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo et de François Veyrette de l'ONG Génération Future. Dans cet ouvrage, ils affirment leur volonté de vivre dans un monde sans pesticides et décortiquent la question des lobbies. Mais ils vont plus loin. Ils veulent mobiliser notre société, comme nous l'explique Jade Jourdan. C'est un appel citoyen qui a été lancé dans Charlie Hebdo la semaine dernière et qui est un appel, un soulèvement de la société française pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. On pense que le temps des constats, de la destruction justement autour de nous est passé et que maintenant il faut vraiment se saisir de nos armes, de nos bras pour pouvoir vraiment changer de paradigme et interdire les pesticides en France. On a une cocarde, c'est notre signe de ralliement, c'est un coquelicot, puisque le coquelicot c'est notre symbole justement des champs sans pesticides, sans herbicides, c'est des symboles du fait que l'agriculture peut être un facteur de biodiversité, d'une diversité magnifique qui a été créée au cours du temps par les hommes, et que finalement quand on arrête de détruire la terre avec des pesticides, c'est des fleurs qui reviennent et qui sont justement une nourriture, un habitat pour des espèces clés comme par exemple les abeilles, et donc pour nous c'est un symbole extrêmement fort. Je suis étudiante en agronomie dans une école qui a promu énormément des modèles d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture. Je me reconnais absolument plus dans ce modèle et justement ce qui m'intéresse et mes sujets d'études c'est vraiment les alternatives, les agricultures alternatives, les nouveaux modèles, de réintroduire l'écologie dans l'agriculture. Et voilà, c'est vers ça que j'ai envie d'aller personnellement, et pour moi c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement des coquelicots. C'est à présent au tour des artistes d'entrer en scène, de Maxime Le Forestier à Thomas Dutronc, en passant par Camille. Ils sont déjà plus d'une quarantaine à avoir accepté d'appliquer 22 gestes du quotidien qui peuvent aider à préserver notre climat. Des exemples: préférer le verre au plastique, arrêter de chauffer au-delà de 19 degrés, préférer un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. On les appelle désormais des freaks, ce sont des originaux et ils devront à leur tour convaincre tous leurs fans. À l'origine de ce mouvement, la Fondation de l'Homme, des experts, mais aussi le groupe Chaka Ponk qui n'hésite pas à donner de la voix sur les réseaux sociaux. Si nous décidons de consommer différemment, ils produiront différemment. Si nous pensons et vivons différemment, les hommes politiques orienteront leurs lois vers la protection de l'homme et de l'environnement. C'est logique, ils ne font que ce qu'on leur demande, ces gens-là. Sans nous, ils ne sont rien. Donc c'est à nous, les électeurs et les consommateurs, de changer un tout petit peu et tout changer. Pierre Rabhi fait de nouveau parler de lui. Le célèbre agriculteur et penseur sort un nouveau livre, un carnet d'alerte. Et cette fois-ci, il est question de l'eau. Les carnets d'alerte, je m'en suis expliqué, ils sont absolument éclairants et permettent finalement aux gens de faire le point sur les problématiques les plus graves et les plus décisives. Celui de l'eau est spécifiquement axé, bien entendu, sur un élément vital. Et donc c'est un élément vital comme tous les autres, mais c'est un élément fondamental puisque c'est notre composition même. L'eau, c'est la vie. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Nous, en tant que vieux, on essaye de transmettre ce que nous pouvons aux jeunes. L'eau devient aujourd'hui un enjeu planétaire considérable. C'est pour ça qu'il est important que tout citoyen puisse avoir une approche simplifiée, parce que sinon c'est extrêmement complexe, pour qu'ils puissent prendre conscience de la valeur de ces questions qui déterminent l'avenir. C'est le moment de passer à notre tête-à-tête. Partons à la rencontre du photographe Sébastien Copeland. Bonjour Sébastien Copeland.
Bonjour. Vous exposez donc en ce moment sur les grilles du Jardin du Luxembourg 80 clichés. Vous avez parcouru les 2 pôles, de l'Antarctique à l'Arctique, en passant par le Groenland. Quand on a tout vu, est-ce qu'on peut quand même être ému devant un iceberg ? Écoutez, il n'y a jamais vraiment 2 jours qui se ressemblent dans les glaces, donc on est toujours ému par les icebergs ou simplement la glace en général. Et ma foi, c'est toujours une redécouverte. Est-ce qu'il est facile de prendre un cliché? C'est vrai que de notre point de vue, on a l'impression que tout est calme, tout est beau, tout est lisse. C'est pas aussi simple que ça, non? Ce sont souvent des conditions, on va le dire, difficiles, froides. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, puisque de temps en temps, les clichés sont pris au printemps ou en été, donc dans des températures qui sont plutôt modérées par rapport aux hivers. Mais bon, les hivers, évidemment, c'est autre chose. C'est des températures très difficiles. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps pour prendre le bon cliché? Alors, ça dépend complètement des conditions extérieures. S'il fait très, très froid, non. On essaie de s'habituer vite à l'image et puis on part ensuite pour se réchauffer puisque c'est le mouvement qui vous réchauffe. Mais bon, quand les températures sont plus tempérées, on a plus le temps de travailler. Votre passion pour la photographie, elle remonte à des années. Vous étiez enfant, d'après ce que j'ai pu lire, avec votre grand-père maternel. Ça a commencé même plutôt en Afrique du Sud. On est loin du froid, de la banquise. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plutôt de ce côté-là? Oui, c'était Jack London, mon écrivain de chevet, et puis c'était les contes de Tintin, de Jules Verne, etc., tout ce goût de l'aventure, et ensuite les biographies des explorateurs polaires, genre Shackleton, Nansen, Scott, et tout ça. Ouais, donc c'est le goût de l'aventure qui vous porte finalement? Oui, enfin le goût de l'aventure et disons la communion avec la nature, comme j'aime le décrire, parce que c'est vrai que bon, l'Afrique du Sud, les safaris, etc., avec mon grand-père, c'était en fait un moyen de rentrer en contact direct avec la nature, quelque chose que j'ai développé ensuite sur la glace. Pourquoi est-ce que vous avez décidé quand même de vous focaliser sur la glace? Parce qu'on voit ces photos sont magnifiques, mais c'est vrai que c'est un travail qui a duré pendant des années. Tout à fait. La glace était d'abord un rêve d'enfant, c'est vrai, mais c'était aussi, ça a été mis en œuvre avec une prise de conscience sur l'environnement. Donc, vers la fin des années 90, quand j'ai commencé à être vraiment informé sur la question du changement climatique, et j'ai réalisé qu'en fait, mon goût de l'aventure, de l'adrénaline, ma capacité de ramener des clichés qui pourraient sensibiliser, et mon combat pour justement amener ces endroits, ces latitudes froides et distantes, vers des pays plus tempérés pour pouvoir discuter de l'implication de cette perte de glace. Le côté engagé, il est arrivé naturellement? Oui, alors ça c'est un trait de famille, on va dire. Mon grand-père paternel en tout cas était petit frère des pauvres, il livrait des repas à des gens souvent qui étaient 30 ans sont plus jeunes que lui. Et donc d'une certaine manière ça a toujours fait partie de l'éthique familiale. Est-ce que quand vous prenez un cliché, vous pensez déjà au message qu'il y aura derrière, qu'il y a derrière cette image? Le cliché, peut-être pas, mais le contexte, bien évidemment. Oui, c'est important pour vous. Oui, très important. Disons que j'ai passé le stage où je prends juste des clichés pour l'esthétique. Pour moi, mon appareil photo est une arme de communication et c'est avec ça que je travaille. Les scientifiques ne cessent de nous alerter sur la montée des eaux, sur la fonte des glaces, sur l'acidification des océans. Est-ce que vous voyez les paysages changer? Oui, c'est surtout très flagrant au nord. L'Antarctique est particulier parce que c'est une masse tellement considérable qu'à l'œil nu, ou en tout cas à l'expérience, ça peut paraître plutôt abstrait. Ouais. Mais sur la couche glacée de l'océan Arctique, qui est donc une couche de glace très fine, ces changements sont vraiment notables, disons, d'une décennie à l'autre en tout cas. Vous êtes retourné sur des endroits qui ont complètement changé aujourd'hui? Le changement est quelque chose de permanent. La glace n'est pas quelque chose de statique. Donc d'examiner ça purement en termes de changement peut être un petit peu abstrait. Mais c'est surtout la condition de l'océan Arctique, la manière dont la glace se forme et se déforme et la manière dont ça influence le voyage dans ces régions-là. Quel est l'impact sur la faune et la flore de toute cette fonte des glaces ?
C'est la même sur la faune et la flore que ce l'est pour nous d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a des implications directes et indirectes. Nous sommes ici loin des glaces et pourtant ces implications sont ressenties et on peut rentrer dans ce sujet parce que c'est considérable. Vous avez pris en photo notamment des ours, aussi des manchots d'Adélie. Ces populations-là, elles ont tendance à diminuer ? Oui, enfin, diminuer ou pas, c'est un changement, disons, parce que l'ours est en effet l'effigie, en tout cas le symbole du changement climatique, alors que ces populations sont plutôt stables. Il y a des sous-populations qui sont en retrait, il y en a d'autres qui sont en croissance, mais surtout il y a un mouvement des troupes qui se redirigent vers des endroits plus affluents en nourriture, qui affectent donc la balance de cet écosystème. On dit que maintenant, on serait capable d'aller en bateau au pôle Nord, alors qu'avant, on ne pouvait pas, et que des gisements de pétrole sont peut-être là, bien cachés. Est-ce que c'est un danger, ces gisements ? Le pétrole, d'une manière générale, est un danger, qu'il soit à l'Arctique ou pas. Bien entendu, le retrait de cette matière dans un environnement qui est tellement changeant et tellement dangereux, oui, c'est bien entendu un danger. Alors, comment est-ce qu'on peut s'engager pour protéger ça ? Je crois que surtout ce qu'il faut faire, c'est harceler les médias, prendre cette bataille vraiment et l'amener aux portes des politiques, puisqu'il y a une mentalité binaire qui segmente l'environnement de nos activités socio-économiques et même qui implique notre géopolitique. Et c'est vraiment une mentalité binaire. L'environnement et la politique sont un. Il n'y a pas de vert et d'économie. Si on n'est pas tous verts, eh bien, ma foi, on n'existe pas. Mais les mauvaises langues pourraient dire que bon, ce qui se passe au pôle, c'est quand même à des milliers de kilomètres, c'est loin de nous, ça n'influence pas notre quotidien, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? On répond que la nature est impitoyable, elle se fiche complètement des segmentations qui sont des créations humaines. Les événements météorologiques qui se développent dans les régions polaires ou tropicales ou modérées de l'Europe font partie d'un même système et que impliquer un de ces systèmes et influencer un autre, notamment par exemple la production agricole, des cycles qui sont en place depuis plus de 10 000 ans et qui sont perturbés actuellement justement à cause des changements climatiques dans les régions polaires. Un autre effet qui du coup est dans l'autre sens cette fois, c'est notre pollution que vous avez pu constater arriver sur la banquise, la suie qui se dépose, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est un phénomène qui est choquant, disons, sur une couverture très blanche du Groenland. Trouver des endroits couverts de suie, donc qui sont transportés par le jet stream et qui se déposent là après les feux de forêt ou les activités industrielles. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'endroits préservés sur notre planète ? Je pense qu'il est tout à fait correct de dire quelque chose, de dire ça, en effet, oui. Même dans des endroits qu'on pense préservés, la pluie, l'eau. Il y a toujours une incidence des activités anthropiques qui se développent à des milliers de kilomètres et qui se déposent justement dans ces environnements-là. En France, on ne vous connaît pas encore beaucoup. Pourtant, vous avez travaillé beaucoup aux États-Unis. Enfin, vous êtes connu pour être un activiste, j'ai envie même de dire. Vous avez même travaillé avec des grands noms, des scientifiques et un peu des stars comme Leonardo DiCaprio ou Al Gore. Est-ce que vous regrettez que votre discours n'atteigne pas notre hexagone ? Non, je ne le regarde pas parce que j'avais pas vraiment. Mon travail était plutôt centré sur les États-Unis où j'ai vécu pendant 37 ans. Je me suis juste récemment installé en Europe, donc mon travail se dirige ici tout naturellement. Et cette opportunité de présenter sur les grilles du Sénat, donc une exposition de 80 clichés, permet justement d'amener mon travail ici, mais surtout. Ce n'est pas vraiment mon travail, c'est le discours que ce travail stimule ou génère, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. En France, on a porté cette COP21. Aujourd'hui, on voit ce qu'elle en est fait aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur ces événements ? Eh bien, écoutez, ce sont des événements qui sont importants, bien entendu, qui amènent politiques et scientifiques ensemble pour des négociations. Il faut savoir seulement que ces négociations sont souvent en retrait d'une urgence et d'une réalité qui est vraiment à nos portes. Et je pense que ce qui est important, c'est que les politiques aujourd'hui sont complètement en retrait de cette urgence-là, qu'il faut vraiment une nouvelle génération politique et que même celle d'un Macron, par exemple, ne conçoit pas vraiment les conséquences absolument énormes au niveau humanitaire à laquelle nous faisons face.
Vous qui vous définissez comme l'avocat des pôles, est-ce que vous êtes encore optimiste ? Optimiste, c'est complètement relatif et aléatoire, puisque quand on pose la question, est-ce trop tard ? Est-ce trop tard pourquoi? Est-ce que trop tard pour que quelque chose ne se passe pas? Oui, c'est trop tard, puisque ça s'est déjà passé. Mais est-ce que c'est trop tard pour essayer de limiter les dégâts? Eh bien non, c'est de ça qu'il s'agit, et il n'est jamais trop tard pour ça. Est-ce que vous avez un prochain projet, une nouvelle expédition? Oui, j'ai une nouvelle expédition. Je compte retourner au pôle Nord en 2020. Et d'ailleurs, à cet effet, je lance un cri pour trouver justement des supports à ce niveau-là pour les entreprises et pour les individus. Et j'ai aussi un lancement de fonds, un fonds financier justement pour supporter les startups, pour donner du support aux startups dans le secteur de clean tech. Ah voilà, pour supporter donc ces nouvelles entreprises qui vont dans ces directions de l'écologie, du développement durable. De l'écologie, du développement durable, les nouvelles technologies donc, qui permettent d'amener cette économie durable qui est tellement urgente. C'est eux qui portent la solution? De toute façon, la solution est technologique d'un côté et les mentalités de l'autre. Merci Sébastien Copeland. Je rappelle que votre exposition a lieu jusqu'à mi-janvier sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Place à présent à notre débat sur la question de la transition énergétique citoyenne. Avec le Grenelle de l'environnement, la France a décidé d'atteindre 23% d'énergie renouvelable en 2020. Mais est-ce possible? C'est ce que nous allons demander à nos invités. Nous parlerons de la transition énergétique, mais nous parlerons surtout de l'importance des citoyens, de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique citoyenne. Alors aujourd'hui, à mes côtés, ils sont 4, à commencer par Fanélie Carré-Comte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle coopération à Enercop, qui est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Henri Landès est aussi Bonjour. avec nous. Vous êtes le directeur général de la fondation Good Planet. Vous enseignez aussi à Sciences Po. Nous sommes aussi en présence d'Hervé Gouillet de l'ONG Électriciens sans frontières et de Patrick Bem du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour commencer, Patrick Bem, vous qui travaillez au quotidien sur ces questions, pouvez-vous déjà nous définir ce qu'est cette transition énergétique? Sur quoi elle s'appuie? Alors, la transition énergétique, habituellement, on la divise en 3 parties. Il y a le déploiement des énergies renouvelables, il y a ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, donc ça c'est le fait pour une technologie, disons, de fournir le même service avec une consommation moindre d'énergie. Donc ça concerne vraiment la technologie. Et le troisième versant, le troisième volet qui est très important, c'est la sobriété énergétique. Il s'agit de moins consommer, c'est-à-dire d'adapter les comportements individuels et collectifs afin de moins consommer d'énergie. Fanélie Carré-Comte, quand je parle de transition énergétique citoyenne, j'imagine que tout de suite ça fait écho chez vous qui travaillez chez Enercop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement d'Enercop? Justement, le projet fondateur d'Enercop, c'est cette idée de réappropriation citoyenne de la transition énergétique. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité 100% coopératif et renouvelable, qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est donc de fournir de l'électricité 100% renouvelable achetée en contrat direct avec des producteurs locaux sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que la plupart des fournisseurs d'électricité revendent aux consommateurs de l'électricité qu'ils achètent sur le marché. Nous l'achetons en contrat direct avec des producteurs installés sur le territoire français. Et puis, nous sommes une coopérative. Une coopérative, ça veut donc dire une organisation qui n'est pas cotée en bourse, qui est gouvernée démocratiquement par ces sites sociétaires, donc qui appartient à ces sociétaires. Et nous sommes enfin un réseau de coopératives locales sur l'ensemble du territoire pour réaliser des circuits courts en fait, de l'électricité entre consommateurs et producteurs au plus près des territoires. Et donc cette idée, c'est de dire qu'on peut se réapproprier le système énergétique, que les questions énergétiques ne sont pas que des questions techniques, évidemment, pas que des questions environnementales, évidemment, mais aussi des questions démocratiques dans lesquelles les citoyens peuvent prendre et doivent prendre toute leur place. Ce modèle qui est assez récent, est-ce que vous sentez qu'on est à un tournant? Est-ce qu'il appelle de plus en plus de citoyens?
Je crois que ce modèle, il répond de plus en plus à des aspirations des citoyens sur l'ensemble du territoire. Alors effectivement, il est récent au sens où le projet d'Enercop, il est né en 2005 au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, au moment où EDF est donc mis en concurrence, et l'idée des créateurs d'Enercop, qui étaient des ONG, des acteurs de la société civile et de l'ESS, c'était de dire on va essayer de passer d'un système qui jusqu'alors était centralisé, était monopolistique, était essentiellement basé sur du nucléaire, à un autre système décentralisé, avec des énergies renouvelables et géré par les citoyens. Et aujourd'hui, je crois qu'on voit sur les territoires, au niveau des collectivités locales, au niveau des projets citoyens associatifs, de plus en plus d'envie et d'aspiration à cette souveraineté énergétique sur le territoire. Et on voit aussi, par exemple, vous savez qu'en ce moment, on débat de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être révisée en France dans quelques mois. Il y a eu une commission nationale du débat public qui a été réunie et qui a entendu un certain nombre de citoyens sur leur vision du système énergétique. Et on voit bien que cette demande de réappropriation citoyenne, d'énergie renouvelable, de pouvoir agir sur son territoire, elle est de plus en plus forte. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse développer des systèmes qui permettent pleinement aux citoyens de s'emparer de tous ces sujets. Dans les chiffres, est-ce que ça se traduit vraiment ou est-ce que les gens en parlent mais ils n'ont pas encore franchi le pas? Alors aujourd'hui, Enercop, c'est 60 000 clients sur l'ensemble du territoire, c'est 30 000 sociétaires, c'est un réseau de 170 producteurs. Il faut savoir aussi qu'en France, le fait de savoir que l'on peut changer de fournisseur d'électricité n'est pas quelque chose de très connu. Je crois que les derniers sondages disaient qu'un Français sur deux ne sait pas qu'on peut choisir son fournisseur d'électricité. Il y a aussi pas mal de préjugés, notamment sur le fait que changer de fournisseur, c'est compliqué, qu'il peut y avoir des coupures de courant, qu'il faudrait des interventions de techniciens, etc. Toutes ces choses-là sont fausses. En fait, c'est très simple de changer de fournisseur d'électricité. Donc on a un travail d'éducation et de pédagogie à faire là-dessus. Mais je crois que surtout que le message principal qu'on doit faire passer, c'est que ce n'est pas un acte anodin, le choix de son fournisseur d'électricité, et que se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière sa prise, de à quoi on veut que l'argent qu'on met dans sa facture d'électricité serve, ce sont des questions citoyennes que tout le monde devrait se poser. Et donc c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer le plus largement possible dans la population. On reviendra sur la notion de coopérative, savoir un peu comment ça fonctionne. Mais avant, je voudrais vous demander, Henri Landès, vous, à la Fondation Good Planet, vous organisez énormément d'événements. Vous parlez des enjeux qui sont liés à l'environnement, au climat. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler de transition énergétique? Oui, quasiment chaque week-end, soit directement ou indirectement, on parle de transition énergétique. La transition énergétique, ça a autant à voir avec des questions directement énergétiques, la source de l'énergie, la quantité que nous consommons, comment réduire sa consommation énergétique et son empreinte carbone dans sa consommation énergétique directe, on va dire. Mais c'est aussi penser à l'énergie qui est nécessaire dans le modèle alimentaire aussi que nous avons. Si on consomme des produits alimentaires où il a fallu beaucoup de transport ou de consommation de pétrole pour l'emballage ou pour les engrais qui sont fabriqués dans ce modèle agricole, eh bien malheureusement on peut aussi contribuer à une transition énergétique de l'énergie carbonée et de l'énergie fossile surtout, d'une énergie beaucoup plus propre et renouvelable aussi dans ses choix alimentaires. Et on fait beaucoup d'événements sur comment est-ce qu'on peut mieux manger, comme on fait des événements sur comment est-ce qu'on lutte contre le changement climatique. On fait aussi des événements sur la coopération internationale sur le climat et les négociations sur le climat et en quoi cela concerne les citoyens. Et ça, c'est pas toujours facile d'expliquer comment le climat, les négociations sur le climat, ça concerne nous en tant que citoyens. Et bien justement, on a eu une marche sur le climat récemment. C'était intéressant, même si ce n'était pas pour influencer une COP, influencer ces conférences de parties aux Nations Unies sur le climat, même si ce n'était pas directement lié à ça. Quand on parle de climat, quand on parle d'énergie, en fait, on parle de toute la société et c'est un enjeu de société. Les citoyens doivent avoir ça dans leur conscience autant collective qu'individuelle. Et on a une opportunité, en fait, de mieux préserver notre planète en disant je n'ai plus envie d'extraire des énergies fossiles. Et donc, dans tout ce que je consomme, il y a de l'énergie qui a été utilisée. Donc, comment est-ce que je me positionne là-dessus? Mais alors, si je vous suis bien, en fait, on est tous déjà dans cette transition énergétique. Si aujourd'hui, 80%. Alors, chaque pays, on peut faire une déclinaison par pays, on peut faire une déclinaison par territoire. Il n'y a aucun pays, aucun territoire fait de la même manière. De manière générale, on est quand même à 80% à l'échelle mondiale d'énergie fossile dans notre mix énergétique, dans l'énergie que nous consommons. On est encore assez loin. La France est un petit peu moins en termes d'énergie fossile, mais on est quand même en une majorité d'énergie fossile consommée encore et beaucoup d'énergie importée. C'est sûr que le monde de demain, c'est de l'énergie produite localement, décentralisée,
centralisé. On peut parler de comment est-ce qu'on transite et à quelle vitesse pour la sortie du nucléaire, par exemple sur l'électricité, mais il ne faut pas non plus se focaliser que sur ce débat-là, parce que ce n'est pas une majorité de l'énergie qui est consommée encore dans ce pays. Donc je trouve que nous sommes dans cette voie-là, ça prend du temps, et on va en discuter avec mon collègue Hervé sur comment est-ce qu'aussi on aide dans certains pays, de manière pas du haut vers le bas, hein, pas dans une approche top-down. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire parce que nous n'avons pas de leçons à donner aux pays en voie de développement, entre guillemets. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des millions de personnes, presque 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. Si demain, c'est d'accès à l'énergie polluante, eh bien, tout ce que nous faisons ici pour cette transition énergétique aussi est malheureusement mis en péril d'un point de vue global. Donc il faut avoir ça aussi, et cette inégalité face à l'énergie et face au changement climatique qui existe. Patrick Bem, j'ai vu que vous faisiez la moue quand vous avez entendu Henri Landès répondre à la question. Pour vous, on n'y est pas encore dans cette transition énergétique citoyenne en France? Écoutez, je vais simplement préciser que consommer vert est une chose, mais ce consommer vert ne suffira pas. Très clairement, je signalais tout à l'heure qu'il y avait 3 axes à la transition énergétique qui étaient évidemment développer les énergies renouvelables. Et il y a encore énormément de travail. Vous savez que la France a du retard sur le sujet. Mais ça, je dirais, ça se développe quand même malgré tout au niveau mondial. Quand vous regardez les chiffres de croissance de l'industrie des outils de production renouvelables, c'est des chiffres, c'est à 2 chiffres. Donc ça se développe et ça continuera à se développer. Je pense que plus personne aujourd'hui, et ce n'était pas le cas encore il y a une dizaine d'années, ne remet en cause l'avenir du mix énergétique et de la proportion importante, de plus en plus importante, voire même globale des énergies renouvelables dans ce mix énergétique. Donc ça, c'est essentiel. Par contre, même si ça avance bien, regardons les chiffres qu'on a aujourd'hui. On a en France, vous savez, en 2005, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte qui est sortie. Loi merveilleuse, puisqu'elle prévoit des objectifs assez faramineux d'une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, une division par 2 de la consommation énergétique. Et malheureusement, force est de constater qu'en France, on a eu les chiffres récemment pour 2007, eh bien ces chiffres-là remontent. Donc on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour que la transition aboutisse. Et notre analyse au laboratoire de l'ESS, c'est la suivante, c'est qu'il y a toujours ce volant de la sobriété énergétique, c'est-à-dire du fait de moins consommer, pas seulement mieux consommer, mais moins consommer, qui est un axe de travail extrêmement important et sur lequel, jusqu'à présent, on a encore insuffisamment travaillé et le virage de la sobriété reste à prendre. Et je dirais que c'est un axe qu'il faut absolument travailler davantage parce que au-delà de l'efficacité énergétique, au-delà du développement des énergies renouvelables qui sont, je le disais, des axes de travail technologiques, la sobriété, c'est quelque chose qui remet davantage en cause nos modes de vie collectifs et individuels. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et d'autre part, c'est aussi quelque chose qui s'oppose un peu plus nettement que les 2 autres axes au modèle économique dominant. Parce que dès lors que vous cherchez à moins consommer, forcément, vous produisez moins. Et donc, on a tendance à dire, oui, mais vous allez ralentir la machine économique et donc vous allez créer du chômage et ainsi de suite. Donc, on associe la sobriété souvent à des valeurs négatives et donc, on n'est pas forcément tous prêts à bien avoir compris ce que c'est que la sobriété, en quoi la sobriété, loin d'avoir une connotation régressive, est au contraire porteuse d'avenir et de gros progrès. Patrick Bem, j'aimerais quand même que vous nous rappeliez le rôle du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Comment vous accompagnez cette transition? Alors, je vous le disais, c'est ce qu'on en bon français on appelle un think tank. Hein. En fait, on a un certain nombre d'entreprises du domaine de l'économie sociale et solidaire qui se réunissent et qui essayent de travailler globalement à cette transition sociétale qu'on appelle de nos voeux. L'idée, c'est que l'économie sociale et solidaire, qui est porteuse d'autre chose que l'économie classique, qui est plus porteuse d'une réussite financière, économique, est porteuse davantage de valeurs environnementales et sociales, et que c'est le lieu privilégié pour réfléchir à ce type de sujet. Et notre idée, c'est que, si on reparle de la transition énergétique en particulier, l'ESS soit un petit peu porteur de messages un petit peu plus forts, pour pouvoir accompagner et faire effet de levier pour que cette transition énergétique puisse finalement avoir véritablement lieu et qu'on puisse, avec les citoyens, réussir l'objectif indispensable. Vous allez même plus loin, vous avez mis en place des dispositifs pour aider ceux qui veulent aller de l'avant. Oui, alors nous on initie, si vous voulez, en général c'est comme ça qu'on fonctionne, on initie des projets suite à des clubs de réflexion qu'on met en place. Et l'idée, c'est qu'évidemment, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de discuter ou pour mettre un beau rapport sur une étagère. L'idée, c'est que derrière ces actions-là, on ait effectivement derrière des acteurs qui reprennent les sujets et qui les mettent en œuvre de façon extrêmement concrète au niveau des territoires ou au niveau national. Un exemple peut-être?
Oui, alors par exemple, on a travaillé sur le souci qu'a les moyens de développement renouvelables citoyens de se mettre en place dans les phases amont des projets. Vous savez, les financements n'arrivent en général que dès lors que vous avez l'ensemble des permis de construire et que tout est levé en termes de risque par rapport à ça. Et il faut comprendre que pour des citoyens, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, en tant que porteurs de projet, de faire face à toutes ces difficultés et aux coûts que ça représente. Donc on a initié effectivement un groupe de travail qui a abouti effectivement à ce que la Caisse des dépôts et l'ADEME créent ensemble un fonds pour aider les phases amont justement des projets citoyens d'énergie renouvelable qui s'appelle Énercité et qui a vu le jour début 2018. Donc vous voyez, c'est typiquement comme ça qu'on fonctionne. On fait un groupe de travail avec un certain nombre d'acteurs, on essaie de définir les solutions et quand elles commencent à mûrir, il y a d'autres acteurs qui reprennent l'idée et qui la mettent en œuvre. Gage de réussite, j'imagine. Hervé Gouillet, j'aimerais qu'on s'intéresse aux autres régions du monde. Il y a des régions où, quand on parle de sobriété, c'est compliqué. Ils aimeraient juste déjà avoir un peu d'électricité pour aller aux toilettes. C'est le cas notamment dans certaines régions du monde, comme vous le mettez sur votre site internet. Ben oui, la transition énergétique, il faut la réussir au nord. Et effectivement, comme disait Patrick, on est sur des questions de diversification du mix, d'évolution du mix, de sobriété. Il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accès à l'énergie. Ils utilisent des énergies, mais c'est des énergies qui sont souvent à la fois chères, polluantes, dangereuses. C'est du bois, c'est des lampes à pétrole, c'est des bougies. Donc c'est des choses qui sont peu efficaces et particulièrement nocives. Donc il y a un enjeu à réussir cette transition énergétique au sud, parce qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui passeraient à des niveaux de consommation comme on a aujourd'hui en France, avec un mix énergétique qui, si on duplique le mix énergétique de l'Afrique aujourd'hui, qui est quand même essentiellement avec des énergies carbonées, si on généralisait le modèle énergétique de l'Afrique aujourd'hui avec son mixte, que ce soit au niveau des véhicules ou de la production d'électricité, on aurait ça serait une vraie catastrophe. Donc il y a un véritable enjeu à ce qu'ils consomment plus, mais qui consomment mieux, des énergies propres et efficaces. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une révolution technologique qui permet de réussir justement à mettre en place des systèmes qui sont à la maille des territoires, efficaces aujourd'hui, parce que le photovoltaïque a vu ses coûts chuter drastiquement. On peut faire des gestions avec les progrès du numérique, des gestions locales pour gérer les courbes de charge de façon radicalement différente de ce qu'on était capable de faire il y a 10 ans. On est capable de stocker avec des technologies qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus performantes qu'aujourd'hui, et surtout avec des usages qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus économes. Quand on avait des ordinateurs qui avaient des puissances instantanées, je vais faire une petite parenthèse technique, on avait des ordinateurs il y a 15 ans qui faisaient 1 kW, et aujourd'hui on a des ordinateurs qui peuvent descendre à 50 watts, donc à 20 fois moins. Ça, c'est de l'efficacité énergétique pour un même service rendu. Hervé Gouillet, avec votre ONG Électriciens sans frontières, vous allez dans des régions du monde où on a besoin de vous, on a besoin d'électriciens. Vous apportez surtout des solutions liées aux énergies renouvelables ? Dans 90% de nos projets, on est sur du photovoltaïque. Dans les 10% qui restent, on est plutôt sur des solutions de micro-hydraulique, avec un peu aussi quand même de temps en temps des petits groupes électrogènes de secours, parce que quand il faut faire des arbitrages entre beaucoup stocker ou faire de la pointe avec un petit groupe électrogène, de temps en temps, même en termes d'éco-bilan carbone, c'est plus efficace d'avoir un petit complément hybride avec un groupe électrogène que de généraliser des parcs de batteries qui eux aussi ont un contenu non négligeable en carbone. Et vous formez les gens sur place ? S'il n'y a personne de formé sur place, 15 jours après, il n'y a plus rien qui marche. Donc la condition, il y a plusieurs conditions pour que ça marche. Il faut que le besoin soit exprimé localement. Donc on ne vient pas parachuter des solutions. Il faut travailler avec les futurs bénéficiaires à leurs priorités, à leurs habitudes, faire émerger des compétences qu'on pourra former, trouver des modes de pérennisation en termes économiques. C'est-à-dire que si on ne fait pas émerger d'activités économiques pour pouvoir payer la maintenance, le renouvellement des installations, ça ne marchera pas. Donc il faut arriver à marier cette alchimie pour arriver à combiner à la fois les activités économiques, et les usages domestiques et les usages collectifs. Et les gens deviennent acteurs.
Et là, il faut qu'ils soient acteurs. Et c'est le meilleur gage de pérennisation des installations, c'est l'appropriation par les collectifs. Ben, je propose justement qu'on revienne sur cette notion d'engagement citoyen. Et Fanelli, je me demande, qui sont ces producteurs d'électricité? De quoi on parle quand vous nous dites que chez Enercop, vous allez sur des productions locales? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors aujourd'hui dans notre coopérative, on a donc un réseau d'à peu près 170 producteurs à qui nous achetons donc de l'électricité. Donc ces producteurs sont sociétaires de notre coopérative. C'est essentiellement des producteurs hydrauliques aujourd'hui pour des raisons historiques puisque pendant très longtemps seul EDF pouvait acheter avec un certain coût l'électricité provenant de l'éolien et du photovoltaïque. Aujourd'hui ça a changé. Donc on est en train de diversifier notre mix énergétique. Ça peut être des petits producteurs, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des exploitations de taille un petit peu plus conséquente. Donc c'est assez divers et nous on est assez attachés à cette diversité des producteurs. Mais le point commun, c'est l'ancrage territorial. Et puis c'est aussi le fait que de plus en plus on soutient donc les projets citoyens, donc les projets de production qui sont détenus par des citoyens et des collectivités. Et donc l'une des actions d'Enercop, c'est également de pouvoir, par le biais de tarifs spécifiques, donc de tarifs de soutien, aider des projets citoyens à pouvoir se créer, exister et se développer pour ensuite alimenter, donc renforcer cette transition énergétique sur les territoires. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous les aidez financièrement pour mettre en place le matériel qu'il faut? Non, ça veut dire qu'on leur achète l'électricité à un tarif qui est supérieur au tarif du marché. Justement, c'est ce qu'on appelle des tarifs de soutien, donc sous certaines conditions démocratiques et de qualité environnementale du projet, de manière à ce que ces projets-là puissent exister et se développer. On a pu aussi, par le biais de notre coopérative, contribuer à créer, par exemple récemment, Enercop en Midi-Pyrénées a contribué à financer le premier parc photovoltaïque citoyen sur le territoire dans le Gers, qui a vu le jour grâce à l'investissement d'Enercop sans tarif public. Donc c'est des projets comme ça aujourd'hui qu'on peut développer et soutenir pour la transition énergétique. On a également été à l'origine de la création d'une structure qui s'appelle Énergie Partagée, qui est un outil d'investissement qui permet de récolter de l'épargne citoyenne pour aller aider au développement, là encore, de projets d'énergie renouvelable citoyenne sur les territoires. Patrick Belm, vous, avec le laboratoire, est-ce que vous voyez beaucoup de ces projets qui naissent? Ou est-ce que finalement c'est les journalistes qui mettent juste le doigt dessus en disant « regardez, c'est un phénomène ». Non, je crois que véritablement au niveau des territoires, il se passe énormément de choses en France depuis quelques années. Une véritable motivation pour inscrire les territoires dans la transition énergétique, pour fédérer. Il y a beaucoup d'initiatives, souvent individuelles, un petit peu isolées. Et il y a une véritable volonté au niveau des collectivités territoriales, des communautés de communes et des régions de chercher à fédérer l'ensemble de ces initiatives et d'en faire un projet régional. Et il y a beaucoup de régions, je ne vais pas citer d'exemples parce qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. On parle de quoi quand même? Une centaine? Un millier? Un ordre de grandeur peut-être? Ah non, dans les régions, je parlais des régions, je pense qu'il y a 3, 4, 5 régions qui sont un petit peu phares sur le sujet et qui réussissent à entraîner collectivement, sur la base d'une fédération de projets locaux, dans leur sillage, l'ensemble de la région. Quand même, je suis curieuse, j'ai envie de savoir qui sont ces 3 régions, fer de lance. Alors, nous, on a travaillé tout particulièrement avec les Pays de la Loire. Et la région Nord-Pas-de-Calais, avec Virage Énergie, qui essaye de... Voilà, c'est un exemple de 2 régions, mais alors surtout, je ne veux pas dire que c'est les 2 meilleures régions, ce n'est pas du tout un jugement de valeur que je fais là, c'est simplement 2 régions particulières avec lesquelles on travaille, et qui véritablement cherchent à fédérer vraiment l'ensemble de ces initiatives, et véritablement à s'avancer dans la transition énergétique. Donc oui, la transition énergétique est en marche, en tout cas sur les sujets des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Un peu plus difficilement, je le disais tout à l'heure, sur la sobriété. Et c'est le point sur lequel il faut véritablement qu'on travaille ensemble pour achever de progresser dans le sens de la transition. Quel type de projet est mis en germe? Est-ce qu'on parle de photovoltaïque ou plutôt d'éolien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus à la mode? Écoutez, non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chute des coûts des énergies renouvelables qui favorise évidemment les projets, même de petite échelle. On arrive quasiment aujourd'hui en France, au moins dans le sud, par exemple, si on regarde le photovoltaïque, à ce qu'on appelle la parité réseau. Ça devient quasiment moins cher maintenant de produire sa propre électricité que de l'acheter à un fournisseur.
Donc du coup, c'est évidemment un vecteur extrêmement important qui va certainement demain complètement bouleverser le réseau électrique en France, puisqu'il y a une volonté de plus en plus grande, comme dans l'autre pays du reste, hein, mais on est en France un petit peu en retard là-dessus, comme sur l'autre sujet, mais de chercher par l'autoconsommation à véritablement changer un petit peu l'ordre des choses. On a un modèle traditionnellement extrêmement centralisé en France de production d'électricité, évidemment. Et là, on peut basculer vers un modèle beaucoup plus dispersé, beaucoup plus local, qui est dans l'ADN, on va dire, des énergies renouvelables. Henri Landès, est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient que le changement viendra d'en bas ? Oui, absolument. Autant dans le monde de l'énergie que dans l'alimentation, que dans le traitement durable des déchets, que dans une consommation plus responsable au niveau matériel. Je pense que de manière générale, les responsables politiques suivent plutôt ce que font les citoyens et ce que font les entreprises et activent des bonnes solutions quand ils voient qu'elles sont prêtes. Et encore, j'ai beaucoup travaillé avec des responsables politiques. De temps en temps, on voit du courage qui sort du lot, mais c'est plutôt par les initiatives citoyennes que nous allons réussir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas absolument faciliter cette transition grâce à des décisions politiques, autant au sein d'une grande entreprise qu'au sein du Parlement, que ce soit national ou européen. Bon, l'Union européenne, c'est une autre histoire, il y a le trilogue, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les citoyens ont tout pour changer les choses aujourd'hui en France, même si ce n'est pas toujours facile. Encore une fois, je reviens sur cette idée que tout le monde doit faire sa part. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée du colibri que Pierre Rabhi a tant si bien mis sur devant de la scène. On peut chacun participer à cette transition énergétique dans ses gestes au quotidien, dans comment on se déplace, dans comment on consomme notre énergie au sein de logement. C'est pas toujours facile de savoir par quoi commencer, mais il faut faire un petit peu de tout et chacun, c'est sûr qu'il faut accompagner par contre les citoyens autant avec de la pédagogie et de l'information qu'avec aussi des incitations financières et parfois aussi une aide financière. La fiscalité doit aujourd'hui complètement se renverser, la pollution doit être de plus en plus désincitée, autant par des aides financières que par des taxes. Une fiscalité qui favorise encore l'énergie polluante ou qui soutient, ou des subventions qui soutiennent une agriculture qui est plus polluante aussi, le monde de demain n'aura plus ça. Et donc les entreprises qui anticipent ça, certaines anticipent ce changement-là, certaines poussent dans ce sens, mais de manière générale, il faut les bousculer. Et il y a les consommateurs, pour les bousculer, c'est le meilleur levier pour cela. Alors le changement viendra sans doute des citoyens, viendra d'en bas, mais est-ce que pour autant, pour l'aider et pour donner un accélérateur, il ne faudrait pas légiférer ou pousser les politiques à prendre plus d'engagement? Oui, Henri? Oui, moi je dis oui. Enfin, je monopolise la parole, mais absolument, oui. On devrait à chaque fois qu'on vote dans n'importe quelle élection se demander avec une rigueur extrêmement élevée qu'est-ce que cette personne propose sur le plan de la préservation de l'environnement au sens large. Est-ce que c'est le prisme par lequel il attaque les choses? Patrick veut compléter. Puis oui, simplement, on travaille de plus en plus sur le sujet de la sobriété avec des sociologues, parce que quand on parle de comportement, de mode de vie, c'est plus un problème technique. Donc, il est très important de voir un petit peu ce que les sociologues peuvent nous dire sur le sujet. Et il est clair qu'un des éléments, c'est qu'il faut attaquer à tous les niveaux. C'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes, ça doit partir des citoyens, mais ils ne vont pas suffire. Les appels à la vertu, les appels aux éco-gestes, c'est pas ça qui va faire que la transition va réussir. Il faut que, si vous voulez, il y a l'effet d'entraînement collectif va pouvoir être pris dès lors que cette volonté qu'on va trouver à la base, cette prise de conscience qui est de plus en plus présente effectivement, trouve des échos au niveau, ce qu'on appelle mésosocial, c'est-à-dire au niveau des régions et des entreprises, et au niveau national aussi, au niveau macro, de façon à ce que cette volonté-là puisse rebondir et trouver son effet d'entraînement collectif à l'ensemble de la société. Oui, moi je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. On a vraiment besoin des deux niveaux. On a besoin effectivement que les citoyens soient les premiers à être acteurs, à s'emparer du système, à pouvoir agir, faire changer les choses, etc. Mais on a aussi absolument besoin d'impulsion politique globale parce que, comme le disait Patrick tout à l'heure, en fait, la transition énergétique ne pourra marcher que si on fait évoluer notre modèle de développement, notre modèle économique, notre modèle social. Nous, Enercop, on a fait le choix d'une coopérative, c'est pas pour rien. Être une coopérative, c'est aussi un certain choix en termes de modèle économique et de modèle de gouvernance. Pourquoi modèle économique? Parce que nous, on est donc une organisation à lucrativité limitée, c'est-à-dire que les profits qui peuvent être faits sont réinvestis dans le projet. Pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui
que la course au profit, la course au productivisme continu est incompatible avec la transition énergétique. Et donc pour faire changer le système à cette grande échelle, on a besoin d'une impulsion des pouvoirs publics. Et dernier exemple, par exemple sur la rénovation énergétique, on a besoin aujourd'hui de beaucoup de moyens pour réaliser la rénovation énergétique d'un certain nombre de bâtiments, notamment pour les personnes les plus précaires. On a récemment signé un appel pour soutenir la libération de l'investissement vert, parce qu'il y a absolument besoin aujourd'hui que les pouvoirs publics débloquent un certain nombre de moyens supplémentaires pour réaliser ces grands travaux sans lesquels il n'y aura pas de transition énergétique structurelle dans notre pays et plus largement au niveau européen et mondial. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde sur la transition énergétique citoyenne. C'est la fin de ce premier numéro et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur UpGreen TV.